micro. Avant d'accueillir et d'applaudir Éric Rochon. Merci à vous d'être restés, merci Éric Rochon d'être avec nous. C'est un grand honneur, on est très heureux de pouvoir parler du film et c'est génial de l'avoir tous vu ensemble et d'avoir dans ces conditions géniales. Je vais prendre un petit peu la parole au début, on va échanger, puis évidemment après on passera un micro dans la salle pour que vous puissiez poser vos propres questions. J'ai commencé tout à l'heure en présentant un petit peu le film en me disant que quelque part, en 94, c'est votre troisième film, avec Yvon Attal, qui pouvait appartenir, comme ça a été dit à l'époque, un peu à une forme de trilogie, qui commençait avec Un monde sans pitié, que c'était trois films qui posaient des questions autour de l'engagement, des désillusions, d'une jeunesse sous des angles évidemment très différents, les deux premiers étant peut-être beaucoup plus proches de votre univers, de votre monde, de votre jeunesse, des gens que vous côtoyiez ou que vous connaissiez, et que tout d'un coup, avec ce film, même sur ce fil rouge, il y avait évidemment un pas de côté, la dimension du film international en termes à la fois de production, de sujets, d'enjeux internationaux. Est-ce que c'est quelque chose de juste pour vous déjà de se dire que ces films appartiennent à une forme de trilogie et comment vous avez eu envie, pourquoi vous avez eu envie de faire ce pas de côté pour vous extraire un petit peu de ce monde qui était celui que vous connaissiez le mieux et de parler de quelque chose qui vous dépassait un peu et qui est celui de l'espionnage dont on parlera en détail après évidemment. Bonsoir. Bonjour. Et en fait, non, c'est pas une. J'ai jamais pensé à une trilogie. Pour moi, c'est trois films très différents. En revanche, c'est trois films qui appartiennent à une époque, enfin, à mon personnel. Et après, cette époque s'est terminée. En fait, ce film, Les Patriotes, ça correspondait à mon projet cinématographique. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, même quand je suis rentré à l'EDEC, à l'école de cinéma, en fait, c'est ce que je voulais faire. C'est ça. C'est un film comme Les Patriotes. Bon. Même si je ne l'avais pas du tout en tête à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'idée de faire ce film-là, mais disons que c'était mon projet cinématographique dans la mesure où c'était ce type de cinéma que je voulais faire. Par rapport au film que vous aviez vu à l'époque, que vous aimiez dans ce genre de références-là, ou de livres? Oui, il y a beaucoup de références. Évidemment, le cinéma des années américains des années 70 a été une grosse référence pour moi. Il y a Serge Leone aussi qui a été une grosse référence. Mais disons que voilà, je voulais faire du cinéma pour faire ce genre de film. C'est-à-dire un peu ambitieux, traitant de sujets un peu larges, disons. Mais je ne pouvais pas commencer, je ne pouvais pas faire mon premier film comme ça. Enfin, c'était d'abord en termes de moyens, c'était pas possible, mais surtout c'est en termes j'étais un jeune cinéaste, donc il fallait que je fasse mes armes un peu sur, effectivement, comme vous dites, sur ce que je connaissais. Donc j'ai fait Un monde sans pitié, qui est typiquement le film que j'ai fait en tant que premier film. Je me disais, je vais faire un film sur les gens que je connais. Voilà, parce qu'en fait, il faut mieux connaître son sujet. Voilà. Donc j'ai fait Un monde sans pitié. Ensuite, je me suis un peu écarté de ce que je connaissais, puisque en fait, je me suis inspiré pour Aux yeux du monde, je me suis inspiré d'un fait divers, qui sur comme ça le détournement d'un bus scolaire et Libération avait titré le terroriste Fleur Bleue, un truc comme ça, parce qu'il faisait ça par amour. Et alors, en fait, Un monde sans pitié a eu un vrai succès, c'était un succès étonnant, mais un vrai succès, et ça m'a donné un crédit pour 2-3 films. Donc je savais que j'avais du crédit, que je pouvais à peu près faire. Voilà, donc j'ai fait Aux yeux du monde, qui en fait, qui était une référence déjà à Un après-midi de chien. Donc ça me permettait de m'approcher du cinéma que j'aime. Je ne dis pas que j'ai réussi d'ailleurs, mais enfin, je me suis approché. Et puis ensuite, j'avais encore un peu de crédit, je n'avais pas tout dépensé, même si ça a été un échec. Et donc du coup, je me suis dit, bon là, il faut que je fasse, faut que j'y aille, quoi, que je me lance. Et donc j'ai fait Les Patriotes, qui effectivement, voilà, alors après, je peux parler de la genèse des Patriotes, mais disons que c'était le film qui correspondait à ce que je voulais faire dans le cinéma, et j'étais prêt à faire plein de films comme ça. Mais c'est la fin de ces derniers films de l'époque, puisque ensuite, en fait, bizarrement, c'est le film qui m'a fait sortir de la route, puisque ça a été un échec commercial et critique de cette manière. Donc, je n'ai plus jamais pu, mettre en œuvre ce projet cinématographique que beaucoup
beaucoup plus tard, après plein de films. Voilà. Donc j'ai été un peu sorti de ma route à ce moment-là. Donc c'est pas vraiment une trilogie, mais c'est une époque. Critiques, je sais pas, j'ai relu beaucoup de critiques, elles étaient plutôt enthousiastes. Dans Les Inrecuptibles, il y avait un grand dossier. Enfin, j'ai relu beaucoup de choses qui étaient sorties à l'époque. Le film a été présenté à Cannes, donc il y a eu des choses à Cannes, il y a eu des choses après. C'est vrai que les critiques étaient plutôt bonnes. Je me souviens d'un article un peu mitigé dans Le Monde, peut-être, mais c'est vraiment des articles qui étaient plutôt très enthousiastes. Et j'ai lu, du coup, à cette occasion, que vous racontiez que vous aviez, à un moment donné, imaginé donc, sur l'idée de faire un film d'espionnage, d'inspiration peut-être en termes de mise en scène de cinéma américain. Pensez-vous baser au départ sur un roman de John le Carré, mais que finalement, ce qui vous plaisait chez John le Carré était peut-être un peu daté, n'était pas tellement en connexion avec ce que vous viviez à l'époque, parce que guerre froide et parce qu'un temps un peu révolu, que du coup, avec ce qui s'était passé, j'imagine, la guerre du Golfe, quelques années auparavant, et peut-être un repositionnement sur le Moyen-Orient, vous aviez l'intuition que c'était là que vous alliez placer votre film, même si on en parlera après, vous n'aviez jamais été là-bas, ni en Israël, ni, je crois, au Moyen-Orient, et que c'était un territoire un peu vierge pour vous, mais c'est peut-être racontez-nous un peu cette genèse du projet. En fait, c'est Arnaud Desplechin, avec qui j'étais à l'école à l'IDEC, et qui m'avait beaucoup parlé de John le Carré, et qui m'avait vraiment conseillé de le lire. Et donc j'ai lu la trilogie de Smiley de John le Carré, et c'est vrai que là, je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est l'émotion et en même temps le suspense qu'il y a dans ce genre dans ces livres m'a donné envie, et en même temps ça parle de la guerre froide, c'est un sujet quand même assez lourd, donc ça m'a vraiment donné envie de faire un film comme ça à la John le Carré. Et j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur les services secrets de peu près tous les américains, français, anglais. J'ai lu beaucoup sur la CIA, sur le KGB aussi, j'ai lu beaucoup sur le Mossad. Et puis j'ai commencé à écrire un scénario qui était autour de l'antiterrorisme français en France. Mais à l'époque, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux gens de la DGSE que j'ai rencontrés après pour le Bureau des légendes. Je leur ai dit à l'époque, c'était pas très sexy les services français. C'était le Rainbow Warrior, c'était que des bavures, que des trucs absolument ratés, affreux. Donc on n'avait pas tellement envie de faire des trucs sur les services français. Donc du coup, j'ai essayé, j'ai pas vraiment réussi. Je voulais pas adapter John le Carré parce que je pensais que la guerre froide, c'était... Ce que je voulais faire, c'était un film sur le renseignement et l'intérêt du renseignement pour la géopolitique. Et il fallait trouver un endroit dans le monde où le renseignement pouvait encore avoir du sens. Et la guerre froide, c'était un peu, c'était un peu l'histoire. C'était un peu un jeu à vide. C'est les Américains contre les Soviétiques. C'était un peu un jeu à vide. Donc je me suis dit, mais c'est où que ça se passe? Où est-ce que ça a vraiment du sens, le renseignement? Où est-ce que ça a un vrai enjeu? Et évidemment, c'était Israël. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins sur Mossad et vraiment j'ai eu une illumination. J'étais, je crois, rue de la Roquette, j'allais à mon bureau et là je me suis dit mais arrête avec les services français, arrête avec tout ça, fais le Mossad. D'abord, personne ne me l'a fait, et deux, c'est là que ça se passe. C'est en Israël que le renseignement prend tout son sens. Alors, il y a un petit clin d'œil quand même dans le film à John le Carré avec le nom du personnage de Lecoq qui s'appelle Hayden, qui est un personnage assez emblématique de la taupe et avec le briquet. Le briquet, c'est John le Carré. Donc il y a encore quelques clins d'œil effectivement dans le film, mais c'est vrai que ça s'en détache. Et du coup, vous n'avez pas eu, parce qu'affronter le Mossad, qui est quand même un service secret extrêmement opaque et dont les impacts réels sur la géopolitique sont très importants, ça ne vous a pas fait peur de vous confronter à un tel sujet? Je ne sais pas, d'ailleurs, j'avais l'impression à vous lire dans d'autres entretiens que vous n'aviez pas rencontré d'agents qui avaient vraiment travaillé pour le Mossad. De toute façon, je doute qu'il vous a répondu. Donc c'est passé par quoi les recherches? C'est passé par... Il y avait assez de documentation pour essayer de comprendre les fonctionnements. Les gens écrivent des livres, et surtout ceux qui se font virer. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, ils se vengent, ils écrivent des livres, ils racontent des trucs. Et du coup, on apprend des choses, c'est pas mal. Après, il y a des bouquins, je me rappelle de 2-3 livres quand même, très emblématiques à l'époque, dont plusieurs me parlaient de l'affaire Pollard, dont je me suis inspiré pour l'affaire Pellman. Et donc c'est surtout des livres, c'est quasiment que des livres. Il faut peut-être rappeler que donc, vous avez vu le film, effectivement il y a ces deux temps très importants, ces deux enquêtes sur lesquelles le personnage
Yvon Attal est confronté, sur lequel il est placé, qui sont effectivement toutes les deux basées sur des vraies affaires pour lesquelles le Mossad était impliqué. La première qui a abouti au bombardement d'un site nucléaire en Irak, sur lequel effectivement le Mossad avait une surveillance très accrue. Dans le film, je ne pense pas que le mot Irak soit prononcé, on parle d'un État ennemi, et c'est un petit peu flou. Et effectivement, la deuxième partie, le personnage de Pellman qui vient de Jonathan Pollard, qui était effectivement alors c'était pas tout à fait la même chose. C'est vrai que vous avez... sorti de prison l'année dernière, il y a 2 ans à peine. Et qui dans la réalité en fait ne travaillait pas pour la NSA, était un agent du renseignement de la marine. L'histoire est quand même assez proche sur certains aspects, le nom, mais vous avez déplacé ça sur la NSA, j'étais assez curieux parce qu'il y a eu très peu de films donc à l'époque qui parlaient de la NSA. Si on regarde l'histoire des films d'espionnage, qui était évidemment un préalable pour faire l'exposition, on se rend compte qu'il y a une prédominance de la CIA dans les films d'espionnage, et la NSA qui a donc un impact plutôt sur les systèmes d'information, sur l'électromagnétique, sur des sujets qui au départ étaient un peu plus opaques. Elles apparaissent très très lentement dans l'histoire du cinéma. Un des premiers films importants dans lequel la NSA est vraiment au centre du récit, c'est peut-être Ennemi d'État, mais Ennemi d'État c'est après votre film, le film de Tony Scott, où on voit même carrément le directeur adjoint de la NSA qui commet un meurtre pour avoir une influence ensuite à un moment d'une votation pour accroître la surveillance sur le peuple américain. Donc c'est un rôle très sombre qui montre dans un peu la même lignée que votre film, effectivement la part très obscure des services secrets jusqu'au meurtre, à la manipulation allant jusqu'à des effets vraiment désastreux. Mais c'est vrai que avant Ennemi d'État, il y a peu d'occurrences de la NSA, d'où vous est venue donc l'idée d'en faire un agent comme ça dans le film. Je suppose que je voulais faire du contemporain. J'imagine que ça me paraissait moderne. C'est le cas. Je pense qu'effectivement, vous êtes une des premières occurrences de la NSA. Donc vous avez travaillé sur des livres, sur des textes. Et à un moment donné, il a paru, j'imagine, essentiel d'aller tourner en Israël. C'est évidemment le terrain, à chaque fois, c'est plutôt la France et les États-Unis, mais il y a quand même toutes ces scènes de raccord, et ces scènes de discussion, de planification. Il y a aussi des scènes un petit peu d'errance du personnage qui sont très importantes, on y reviendra. Donc ça fait partie d'un préalable, j'imagine, d'aller en Israël. Est-ce que c'était compliqué, pas compliqué d'aller là-bas sur un sujet qui pouvait les toucher de prime abord, vu en plus par un cinéaste étranger? Comment ça s'est passé en termes de préparation, d'autorisation? Rien. Je ne me souviens pas s'ils ont lu le scénario. Je me souviens pas si on leur a soumis le scénario. Je pense que oui, mais bon, on m'a jamais vraiment posé de questions. J'avais le scénario dans la valise quand j'ai passé la douane. J'avais un peu la trouille qu'on le prenne et qu'on l'ouvre. Mais non, j'ai pas eu de soucis là-dessus. On a tourné 3 semaines en Israël, en tout et pour tout, sur 20 semaines de tournage, je crois. On peut en parler de la production après, parce que c'est une aberration de production, ce film, quand même. C'est-à-dire une aberration. C'est un film. Beaucoup trop de. Mais non, mais c'est un film qui. En fait, c'est une aberration de production dans la mesure, mais dans le bon sens. Ça m'a été favorable, je dirais, mais c'est un film cher, qui a coûté 70 millions de francs à l'époque. Donc c'est un film vraiment un assez gros budget. Et il n'y a pas de star. C'est une aberration de production totale. On ne fait pas de films chers sans star. Et d'ailleurs, il n'a pas marché. Personne ne vous avait demandé de chercher une star? Et non, justement, parce que j'avais un producteur qui était assez. Qui était dingue à la Roca, qui était un vrai entrepreneur, dans le sens un peu audacieux du terme, quoi. Qui avait produit Un monde sans pitié, Aux yeux du monde, et celui-là. Bon, celui-là, il a eu. Pour choisir l'actrice Sandrine Kiberlin, j'ai eu un peu du mal. Il a fallu vraiment que je me batte contre lui, contre pas mal de gens pour l'imposer. Mais voilà, Sandrine Kiberlin, Yvon Attal, on ne fait pas un film aussi. Enfin, je me demande même si on fait un film sur eux, quoi. On fait un film avec eux. Enfin, c'est une affiche qui est une aberration pour un film aussi cher. Donc tout ça pour dire il y a d'autres choses qui sont assez aberrantes, mais très très bien. C'est 20 semaines de tournage. Par exemple, 20 semaines de tournage, c'est une aberration absolue. Et on a tourné 3 semaines en Israël et 1 semaine à Washington. Voilà. Et tout le reste était en studio. Et en Israël, du coup, vous avez fait un casting local avec sans parler la langue, donc avec des Oui, j'ai travaillé avec des gens j'ai travaillé avec Oron Hadar, qui était à l'époque
monteur et qui avait traduit mes dialogues en hébreu. On a beaucoup travaillé sur les dialogues hébreux. Et j'ai fait un gros casting là-bas avec. Oui, alors, par contre, là, j'ai eu des stars. Guy est un peu connu. Ouais. Exactement. Et le fait d'avoir déplacé, justement, d'avoir créé cette unité 238, qui est donc une unité même presque rivale du Mossad, et de ne pas l'avoir inclus au sein du Mossad, mais de cette unité qui, je crois, est fictive, ou qui ressemble un peu la CAM, enfin, il y a pas mal de branches des services secrets israéliens qui pourraient y ressembler de ce que j'ai vu, mais on est d'accord que c'est une invention. Est-ce que ça a été pour vous un moyen de positionner justement le film quand même à côté de la réalité, en vous protégeant au cas où il y aurait potentiellement des attaques, ou ça n'a pas du tout été pour ça? Non, c'était pas du tout pour protéger du Mossad. Non, c'était parce qu'en fait, il y a eu en réalité, je me rappelle plus très bien, mais il y a eu une unité spécifique, et je pense que c'est celle qui a traité Pollard. Je pense que c'est une unité un peu spéciale, un département, disons, dirigé par quelqu'un qui était un peu spécial. Donc, oui, c'était dans le Mossad, mais c'était un peu spécial. Oui, vous l'expliquez bien, que il y avait des règles à ne pas franchir, à ne pas trahir vis-à-vis des États-Unis, qui sont un allié, qui était entre autres une surveillance, et que le Mossad ayant cet accord, il fallait forcément passer par une unité parallèle pour arriver à ses fins. Et c'est vrai que tout ça, on sent le côté très documenté du film, jusqu'à, j'avais oublié l'archive, où on voit Begin qui explique qu'il n'y aura pas d'Holocauste. Donc tout ça, c'était aussi une manière, comment vous aviez envie de quand même d'ancrer le film dans une réalité très précise, d'archives, de documentation. C'était un choix, j'imagine, pour accéder à une vérité du sujet, être dans quelque chose d'historique. Et d'ailleurs, c'est vraiment en lisant tous les livres possibles et imaginables sur le Mossad, écrits par des agents du Mossad ou par des journalistes spécialisés. Il n'y avait pas beaucoup en France des livres comme ça, donc j'allais à Londres les lire, j'en cherchais un peu partout. C'est en lisant vraiment tous ces bouquins que j'ai vu. En fait, il y a deux affaires finalement qui ont commencé vraiment à me fasciner. C'est l'affaire du bombardement de la centrale nucléaire aux Irak et aussi donc l'affaire Pollard, qui étaient deux aspects différents. Il y en a un qui est le succès du Mossad, qui participe de la légende, du mythe du Mossad, et l'affaire Pollard qui est un truc un peu plus misérable, un peu honteux, un peu embêtant, quoi. Et donc c'est intéressant d'avoir ces deux affaires, et c'est vrai que je me suis posé la question de savoir si c'était... Bon, d'abord, effectivement, c'était quand même... c'était un peu délicat de faire un film avec deux histoires. Et d'ailleurs, on m'a reproché. Deux histoires, il y en a une qui se termine, puis après il y a un deuxième film qui commence. Donc ça, c'est un truc qu'on m'a reproché. Donc c'était un peu compliqué. C'est aussi pour ça que c'est une aberration de production à tous les niveaux. Mais tout le monde est venu, mais ça n'a pas été facile. Et je crois que les gens ont regretté d'y avoir été, d'une certaine manière, puisqu'ils ont perdu de l'argent dedans. Mais ces deux histoires me paraissaient un peu importantes, de ne pas les mêler, de ne pas les mélanger, ou de ne pas en trouver une troisième qui serait une sorte de mix des deux. Oui, j'ai voulu m'appuyer sur deux affaires qui ont réellement eu, qui ont existé, parce que effectivement j'ai voulu inscrire le film, et d'ailleurs après tout ce que j'ai fait d'autre sur l'espionnage, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'inscrire les choses dans une réalité qui est réelle, qui existe. Non, mais du coup, c'est vrai que vous l'avez très bien formulé, le fait que vous ayez choisi une affaire qui soit plutôt triomphante et une affaire qui soit au contraire plutôt dans les coulisses les plus obscures des services secrets, c'est vrai que ça positionne le film de manière intéressante, et de ne pas prendre parti, parce que j'imagine qu'on vous l'a reproché à l'époque, pour ou contre Israël, pour ou contre les services secrets, film sioniste ou antisioniste. J'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de critiques qui s'étaient axées sur des problématiques donc pas tellement cinématographiques mais idéologiques. Et le fait de montrer ces deux affaires, effectivement, c'est pas tellement que ça crée un équilibre, mais ça montre, ça montre que le film ne prend pas parti, évite de porter un jugement sur ces services secrets et de tourner autour du sujet de différents points de vue. Et c'est ça qui est aussi la force du film, justement, ces deux affaires qui ont des retentissements et des échos différents. J'imagine que ça faisait partie aussi d'une volonté de montrer différents visages des services secrets. Différents visages des services secrets, différents visages d'Israël aussi, et donc de poser quelque chose qui est un peu au milieu, et qui pouvait se faire autant d'amis que d'ennemis. Bon, je me suis fait beaucoup d'ennemis là-dessus, plutôt que des amis, mais c'est vrai que c'est un film qui a été considéré comme un film vraiment antisioniste, parce que par exemple le
plan sur le drapeau Au israélien, non, à la fin, À la fin. quand il est en fait lâché par Israël, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu à travers la gorge, ce plan-là. Et d'autres m'ont reproché de ne pas du tout avoir parlé des Palestiniens, par exemple. Donc que ce soit les premiers disaient que c'était un film vraiment anti-israélien et les autres disaient que c'était un film trop pro-israélien. Mais ça, c'est parce qu'effectivement la ligne était en dehors de cette thématique. Ça posait qu'Israël est un pays, je dirais presque un pays comme un autre, et donc, et comme c'était un pays comme un autre, ils avaient un service secret, ils avaient des services secrets comme les autres, c'est-à-dire aussi important et aussi un peu dégueulasse que les autres. Donc c'était un peu cette idée-là. À l'époque, c'était un peu délicat d'avoir ce genre de discours, je pense, sur Israël. Il fallait plus prendre position. Oui, vous avez dit quelque part d'ailleurs, c'est intéressant que les espions, et c'est de manière générale, ça dépasse Israël, étaient des damnés. Ça m'a beaucoup frappé quand je l'ai lu, qu'ils avaient, en acceptant d'être des espions, il y avait un pacte de damnation qui était signé parce qu'il y avait forcément le côté humain qui doit être mis de côté au profit d'une idéologie, au profit de certaines raisons d'État qui doivent évidemment dépasser tout ça. Et est-ce que vous pouvez peut-être développer cette idée de l'espion damné? Après, on reviendra sur le personnage de Ariel Brenner plus en détail, mais ça m'a semblé une idée assez forte et assez présente dans le film, un film sur la damnation. Oui, alors le thème de la damnation, c'est-à-dire des gens qui font le mal, qui sont obligés de faire un peu des choses un peu pas reluisantes, mais pour la bonne cause, pour la cause, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse parce que, et c'est vrai que l'idée de l'agent du renseignement qui d'une manière ou d'une autre est damné parce que, et c'est tout ce que j'ai développé aussi dans le bureau des légendes, c'est-à-dire c'est des personnages comme ça qui sont obligés, enfin qui sont en fait tiraillés entre leur cause, la cause personnelle et la cause sociale, je dirais, la cause privée et la cause sociale. Donc, et c'est vrai, c'est un tiraillement. Ils sont écartelés. Et ça, c'est vrai que ça m'intéresse vraiment. En plus, c'est très romanesque. Oui, bien sûr. C'est vrai que si on parlera peut-être après du bureau des légendes, je réfléchis comme ça, mais c'est vrai que du coup, peut-être le héros, si vous connaissez la série Malotru, interprété par Mathieu Kassovitz, peut-être va une étape plus loin que le personnage de Ariel Brenner, parce que disons que dans ce tiraillement-là, il va jusqu'à trahir, alors qu'Ariel Brenner, disons l'étape ultime, c'est une forme de tiraillement, de destruction intérieure, de perdition du personnage. C'est vrai que pour des mêmes problématiques amoureuses qui prennent le pas chez Malotru, il passe dans le camp ennemi, enfin la CIA, sans dévoiler, c'est un peu compliqué de résumer les différentes saisons du Bureau des légendes, mais c'est vrai que vous voyez un lien entre les deux, on y reviendra après, hein, mais entre les deux héros, entre le personnage de Ariel Brenner et de Malotru. Oui, il y a un lien, il y a une parenthèse, c'est sûr. Alors dans le film, effectivement, vous avez choisi, je pense que c'est ça aussi qui fait que on se dit qu'il n'y a pas de côté partisan, c'est-à-dire que le héros est celui qu'on suit vraiment toujours. C'est un personnage qui est français, donc qui est un petit peu aussi en dehors des problématiques israélo-israéliennes, qui vient un petit peu d'ailleurs. À plein de moments d'ailleurs, c'est assez étonnant, il se passe quelque chose qu'on aurait envie de suivre, peut-être de plus brûlant en termes de narration, d'intrigue ou de suspense, mais comme Brenner n'est pas dans la pièce, on le suit lui, et du coup on a l'impression de passer à côté de certaines choses. C'est vraiment lui qu'on suit clairement dans le film et qui du coup est l'axe du spectateur. Il commence à l'école, les scènes d'apprentissage sont extrêmement importantes, assez amusantes d'ailleurs, avec le premier test qui passe au Mossad où il échoue. On a l'impression que c'est vous aussi qui allez à l'école avec lui, où tout le monde va à l'école, il y a une sorte de mise en route, mise en perspective de tout, on apprend avec lui. Je pense que c'est quelque chose qui était, j'imagine, important pour vous. Et puis après, c'est vrai qu'il y a ce personnage qui est de plus en plus tiraillé. Il y a un moment donné où la manipulation a du sens pour lui. Je pense qu'il assume de faire ce métier-là et qu'il n'a pas forcément de problème. En tout cas, je pense à la première affaire avec le scientifique atomique interprété par Stevenin, mais qu'après, il y a un moment donné où ça se brise, et ça se brise de plus en plus, et surtout dans la deuxième affaire, où il y a quelque chose de l'ordre de la trahison vraiment qui s'installe, de la manipulation et d'un problème moral qui commence à se poser. Voilà, est-ce que c'était ça que vous vouliez raconter, ce destin d'un personnage, cette traversée morale, et c'est quelque chose qui était... Il y a des illusions, mais ce qui m'a intéressé, là, j'ai redécouvert le film, parce que j'ai vu voir la
dernière demi-heure. Et oui, ça m'a rappelé un truc. C'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est que le personnage devient parano et en fait est convaincu qu'on a tué la fille, quoi. Et or, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça m'intéressait parce qu'en fait, c'est sa propre culpabilité qui projette sur le Mossad lui-même et pense que le Mossad, voilà, or, ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Les services secrets ne tuent pas les sources. Sinon, ils n'en trouveraient jamais, quoi. Donc, mais ça, j'ai appris plus tard. Le spectateur, il est assez en accord avec lui. On est dans le doute, on est dans le... C'est pour ça qu'il la voit tout le temps. Il est obsédé par ce truc qui est une sorte de traumatisme pour lui. Il est obsédé par ça et en fait, il se trompe. Il voit tout en noir. Oui, il se trompe, et en même temps, il y a une forme de lucidité, peut-être pas sur cette affaire, mais sur effectivement la phase la plus obscure des services secrets. Comment vous avez réussi, on va revenir après au personnage féminin, mais pour finir sur Brenner, sur cette, d'où vous est venu, ou est-ce que c'était dès le départ l'idée de la voix off, qui en fait est l'idée d'une lettre à sa sœur, une lettre qui ne sera jamais donnée, qui ne sera jamais lue, finalement c'est le spectateur qui est le destinataire de cette lettre, qu'il écrit tout le long du film. Comment vous avez réussi à, disons, avoir cet équilibre entre ce que vous dites, la paranoïa, le fantasme, il y a beaucoup de non-dits aussi dans le film, et en même temps une voix off qui explicite des choses. Est-ce que c'était une idée dès le début qui est cette voix off? Est-ce que c'était pour combler peut-être, ou est-ce qu'il y a eu un manque, ou est-ce de se dire que ça pouvait aider à structurer la narration du film, cette voix off? Non, c'est pas un rattrapage de dernière minute, hein, parce qu'en fait, non, on voit bien que c'est... Ça a été filmé, vous voyez, tout ça a été filmé. J'ai eu l'idée un peu avant le tournage, mais en fait, je ne me rappelle pas très bien pourquoi j'ai décidé de faire cette voix off, mais je crois que c'est assez lié au fait qu'il y ait deux histoires et qu'il fallait un peu il fallait un certain ciment. Donc c'était quand même, ça a permis de relier les deux histoires sous le chapeau d'une thématique plus générale. Hein. En fait, il y a 40 minutes qui ont été coupées. Hein. Je ne dis pas qu'il y a une version longue, parce qu'en fait, il y a eu une version longue, mais elle n'a jamais été aboutie complètement, mais on a quand même coupé 40 minutes, ce qui est énorme. Le film faisait 3 heures. Et il y avait pas mal de l'enfance derrière. Il y avait malheureusement, il y avait même un acteur qui a été coupé, puisque c'était son oncle, qui était joué par Mark Berman, qui avait des assez jolies scènes avec son oncle. Il était fasciné par cet oncle qui revenait d'Israël. Il y avait une sorte de mythologie, vraiment une mythologie d'Israël qui jouait sur un enfant. Et ça, c'était, ça m'avait intéressé. Et puis, bon, il y a plein d'autres choses qui ont coupé, mais qui ont été coupées, mais cette partie de l'enfance a été coupée. C'était un peu mon fantasme Sergio Leonien, un très gros truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait Myriam Roussel au générique, mais je ne l'ai pas vu. Ah, Myriam Roussel, c'est à la fin. Voilà, c'est elle qui pose des questions sur Israël au repas à la fin. Ah, d'accord, oui, c'est vrai, d'accord, ok. Ouais. Je me suis dit, non, je ne l'ai pas reconnu. Et oui, du coup, les scènes avec l'oncle. On va vous parler là de Léon. En termes de référence, c'est vrai qu'il y a toute une partie dans l'exposition sur, effectivement, à partir des années 70, un cinéma américain d'espionnage qui va de plus en plus vers la trahison, la manipulation, et en gros, le personnage de l'espion qui se retrouve aussi bien manipulé par ses ennemis que par sa propre hiérarchie ou par les propres gens qui pensent servir. Il y a une fissure qui se crée de plus en plus dans l'idéologie et dans le sens de la vie ou de le sens qu'il doit donner à l'espionnage. Ça commence peut-être avec les 3 jours du Condor de Pollack, qui est peut-être le moment où tout d'un coup l'ennemi est un ennemi de l'intérieur, dans un contexte de films d'espionnage qui sont majoritairement des films où l'ennemi était soviétique ou appartenant au monde communiste. Et c'est vrai que là ça se fissure et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus jusqu'aux Missions Impossibles, où voilà, tout d'un coup Tom Cruise se rend compte que celui qui est son père spirituel est en fait son ennemi dans le premier film de Palma. Donc est-ce que tout ça c'était des références importantes que vous avez vues ou des films qui vous ont importé? On a parlé de livres tout à l'heure de Le Carré, mais est-ce que ces films-là avaient une importance, ces films en particulier? Oui, alors je me méfie beaucoup de... Alors là par contre là on touche vraiment un truc où je veux vraiment je veux rester en deçà de la frontière parce que je n'aime pas du tout les histoires d'espionnage qui consistent à dire tel est pris qu'il croyait prendre, en fait votre chef c'est votre ennemi, en fait tous les films qui nourrissent la théorie du complot, c'est pas du tout mon trip. Mais c'est vrai que de toute façon, dans l'espionnage, c'est toujours plus complexe
que les gentils et les méchants. C'est toujours plus complexe que ça. Et encore une fois, le fait même que pour pouvoir faire la guerre aux méchants, il faut être méchant soi-même. Donc déjà, il y a une sorte de... Voilà, c'est là aussi qu'est la damnation d'une certaine manière. Mais en fait, voilà, je me méfie des films, même si j'avais beaucoup aimé Les Trois Jours du Condor, quand même. Mais c'est vrai un peu schématique à sa façon, oui, peut-être. En tout cas, ça a donné des films très schématiques, de tous les autres. Moi, j'aime beaucoup Les Trois Jours du Condor, donc je ne vais pas jeter la pierre, mais c'est vrai qu'il y a ce côté complot interne. Cela dit, la CIA a prêté le flanc à ça. La CIA elle-même a beaucoup prêté le flanc à ça, et je me suis beaucoup intéressé, et je m'y intéresse encore d'ailleurs à l'époque, années 50-80 de la CIA, où sévissait un type qui s'appelle James Jesus Angleton, qui était le directeur du département anti-soviétique, qui a dirigé un département à l'intérieur du département et qui est devenu extrêmement puissant. Et donc sa puissance était inquiétante. Sa puissance, d'ailleurs ils ont des fous, je crois, mais sa puissance et son côté retors, sa perversité était devenu très inquiétant. Donc ça m'intéresse, parce que c'est le travail. On connaît tous des gens pervers autour de nous, dans notre boulot, donc ça existe aussi dans le renseignement. Je franchirai jamais la frontière de la théorie du complot. Juste pour la salle, il y a un hommage à ce personnage dans votre série Le Bureau des légendes, parce que vous avez repris les initiales JJA, et c'est le nom du personnage interprété par Mathieu Amalric au sein des services de la DGSE. Donc il y a un lien, quand on cherche entre la DGSE telle que vous la fantasmez dans la série et évidemment la CIA. J'ai cité De Palma, mais ça m'a frappé la scène de... je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'ascenseurs chez De Palma, mais la scène dans l'hôtel, la scène au moment où Sandrine Kiberlin découvre qu'il y a du sang sur cette écharpe. C'est vrai que c'est un film, d'ailleurs, on peut le noter, peut-être que vous pourriez en parler, où la violence est vraiment purement mentale, sourde, et il y a peu d'effusion de sang, de coups de feu, qu'il y a souvent dans les films d'espionnage. Je peux en parler, savoir si c'est un choix, mais c'est vrai que cette scène m'a fait aussi penser à De Palma. Vous avez fait jouer dans le film une des égéries de De Palma, Nancy Allen. Est-ce que vous pouvez parler de ces deux thèmes, le thème de la violence, aller jusqu'à quel point, et puis le rapport peut-être à De Palma, si ça a du sens pour vous ou pas, ou si c'est simplement une interprétation. Alors, je crois que c'est le seul meurtre du film, oui. il me semble. Je crois, enfin, mais le fait est que, oui, c'est peut-être parce que je fais plus des films sur le renseignement que des films d'espionnage. Le Bureau des légendes, c'est une série sur le renseignement. Et donc, les films d'espionnage, c'est vrai qu'on a l'habitude de penser que l'espionnage, c'est des poursuites, c'est beaucoup d'action. Il y a le côté action. Et en fait, ça, c'est l'influence de John le Carré. C'est-à-dire, dans John le Carré, en particulier dans la trilogie de Smiley, il n'y a pas beaucoup d'action. Par contre, il y a énormément de tensions, énormément de conflits internes dans les bureaux, avec justement des oppositions de stratégies internes qui peuvent aller très loin, des trahisons. Il n'y a pas beaucoup de violence en fin de compte. Et donc c'est vrai que c'est un choix c'est même pas un choix, c'est naturel. C'est-à-dire je fais des films sur un univers qui n'est pas si violent que ça. Enfin, on ne multiplie pas les cadavres. Ça peut arriver, mais voilà. Et donc même dans le Bureau des gens, il n'y a pas beaucoup de... Il y a pas énormément... Enfin, on parle du terrorisme. De plus de scènes de torture, il y a quand même quelques scènes où... Voilà, mais ça c'est parce qu'on va sur le terrain. Mais c'est vrai que je me rappelle très bien que je vais reparler du Bureau des gens, mais quand Canal a commencé à lire les premiers scripts, il disait mais il ne se passe rien. Et en gros, où sont les morts? Et je disais mais d'abord, on est en France, et en France, il n'y a pas beaucoup de morts. Les gens ne meurent pas comme ça. Il y a eu une fois trois femmes kurdes qui ont été tuées par les services secrets turcs. Ça a fait un foin, quoi. C'est quand même énorme. Des gens qui se font tuer comme ça. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de morts, surtout parce qu'on est en France, quoi. Si on va un peu ailleurs, on va en avoir un peu plus, mais voilà. Et ça, c'est parce que ce qui m'intéresse dans le renseignement, c'est tout ce que ça draine comme romanesque lié au mensonge, lié à la dissimulation, au déguisement. Ça, c'est très très romanesque. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et puis c'est tout ce qui est lié aux tensions, je dirais, géopolitiques. Voilà. Maintenant, je ne suis pas contre faire une poursuite de voiture, mais c'est pas non. Quand vous dites renseignement, c'est le côté vraiment humain, quoi, le renseignement humain. Et c'est vrai que, bon, peut-être à l'époque, le renseignement technologique n'avait pas pris de l'ampleur comme aujourd'hui. On le voit plus dans le Bureau des légendes, les interfaces, les images des ordinateurs, le cyber-espionnage. Bon, à l'époque, ça existait moins. C'est vrai que c'est le renseignement qui est humain, qui est au cœur de votre film, plus qu'une réflexion technologique, qui est dans d'autres films, par exemple. Encore qu'il y a quelques moments, il y a effectivement l'écoute,
le téléphone, mais ça reste des choses un petit peu minimes, et c'est surtout ce qui joue de manière humaine qui est important à ce moment-là, plus que technologique. En tout cas, c'est là que le romanesque se joue, parce qu'effectivement, voilà, j'avais rencontré un vrai agent du renseignement qui m'avait dit notre métier, notre mission, notre métier, c'est d'être ami avec les salauds. C'est ça, c'est qu'en fait, on est obligé de devenir ami avec quelqu'un qu'on va, alors peut-être pas un salaud, mais quelqu'un qu'on va manipuler. Et donc c'est le cas de Lecoq qui devient finalement, qui est obligé d'être copain avec quelqu'un qui ensuite va lui détruire sa vie. Et ça, évidemment, c'est la facette humaine et extrêmement romanesque et extrêmement même tragique de toutes ces histoires. C'est pour ça que ça m'intéresse. Oui, on le ressent très fort. Du coup, ce leurre amical, cette trahison amicale, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus violente que tout ce qu'il pourrait y avoir. Il y a une vraie déception quand on sent qu'il dit que c'est son nouvel ami. Vous n'avez pas répondu sur De Palma, est-ce que c'était une référence oui, ou pas? Bien sûr, c'est une référence. De Palma est une référence en termes de mise en scène. Et oui, c'est une référence. C'est pour ça que vous aviez choisi Nancy Allen. J'utilise moins la courte focale que lui, mais c'est une référence. Et j'avais lu que vous aviez pour ce film fait pareil, vous aviez une méthode très particulière de tournage où les scènes les plus importantes étaient faites uniquement en plan séquence, quand même encore beaucoup de plans séquences, mais selon des angles différents qui vous permettaient d'appréhender comme si vous tourniez autour de la réalité, un peu comme un espion, mais que c'était quelque chose que vous aviez... Oui, ça c'est ce qui justifie un peu, enfin c'est la troisième aberration de production dans ce film, c'est que j'ai réussi à imposer une méthode de tournage, après j'ai plus jamais réussi, alors c'était fini après. Mais j'ai réussi à imposer une méthode de tournage qui consistait finalement, parce qu'en fait je m'étais rendu compte que Yvan Attal était un acteur extrêmement, il avait vraiment un sixième sens pour son spontané, intuitif. Voilà. Il était intuitif, et donc le problème, c'est que quand on commence à tourner, c'est au moment où on commence vraiment à tourner, on peut faire 50 répétitions avant. C'est au moment où, certains acteurs c'est ça, c'est au moment où on tourne, là vraiment ils sont dedans, ils mettent leurs tripes sur la table, et c'est là qu'ils ont des idées. Et nous, les metteurs en scène, on est pris de court, on ne peut pas changer les choses. Et c'est à ce moment-là, les acteurs intuitifs comme Yvan, des gens qui ont des idées de mise en scène, pour eux-mêmes, de jeu, et on n'est pas toujours capable de changer les lumières, même des fois ils peuvent jouer même avec un objet qui n'est pas là. Enfin, on sent bien qu'il faut qu'on soit non seulement attentif à ce qu'ils peuvent apporter, mais qu'on soit souple. Donc pour préserver cette souplesse, j'ai décidé alors c'était pas tout à fait la même chose, mais j'ai décidé de répéter quasiment toutes les scènes, toutes les grosses scènes de réunion, toutes les scènes importantes comme ça, où il y avait plusieurs personnages. J'ai décidé de les répéter dans le décor, accessoirisé. Et les acteurs, donc c'est compliqué parce qu'en général, les décors, on les livre le jour du tournage. Et donc là, on tourne. Et là, les décors étaient livrés, les accessoires étaient livrés, les comédiens étaient costumés. Et ben là, on ne tournait pas, on répétait. Et donc, en gros, ça rajoutait facile une demi-journée au temps de tournage prévu. Donc c'est pour ça qu'on a fini par faire 20 semaines de tournage, parce qu'en fait, on répétait beaucoup, mais on ne répétait pas dans une salle de répétition pour gagner du temps 10 semaines avant. On répétait le jour du tournage. Et ça a délayé énormément le temps de tournage. Et ça m'a permis, je crois, à suivre Yvan dans son travail. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il joue pareil en français et en hébreu? J'ai lu un entretien avec lui où il disait que la langue était différente, plus dure ou plus directe en hébreu, et qu'il avait une tendance à jouer différemment, et qu'il y avait vraiment cette côté bicéphale dans le film qui s'était installé petit à petit. Oui, il y avait un côté âpre, il avait appris, il connaissait un peu l'hébreu, mais il avait un peu creusé son hébreu, et il avait compris, il avait vu qu'il y avait un côté âpre dans l'hébreu, et même chez les Israéliens, il y a un côté un peu plus dur, un peu plus sec, un peu plus je vais direct. Je vais direct, et donc il a essayé de ressentir ça. Oui, il y a la scène par exemple où il pose le document dans le marché, le vendeur des épices lui hurle dessus, il y a ce genre de rapport effectivement très proche de la réalité. Et ça se ressentait dans sa façon de parler, de dire les mots. Ça c'est sa cuisine à lui, moi j'ai pas participé à ce truc-là. Pour revenir sur effectivement donc, le personnage assez important de Sandrine Kiberlin dans le film, ce moment au cœur du film, de l'histoire d'amour qui apparaît, c'est très
très fort. J'avais oublié le moment où il croit la reconnaître quand il est avec Nancy Allen, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on devine, qu'on comprend. Enfin, il y a vraiment cette construction autour d'elle. Et il m'est vraiment venu là, de manière assez forte, qu'elle était à la fois cette call girl, mais qu'elle avait aussi, qu'elle pouvait être une forme de métaphore de l'actrice, de celle qui joue, qui surjoue, et qui va vraiment dans le sens de la théorie de l'exposition, où dans l'exposition, on essaie de créer une sorte de parenté entre l'espionnage et le cinéma, à savoir que les espions et les cinéastes utilisent des techniques semblables d'enregistrement du son des images, de restitution de son et des images, qui a un aspect de mise en scène chez l'espion et chez, évidemment, le réalisateur de film, et que tout ça, on le sent dans la scène, Alexandrine Kiberlin dans l'hôtel, et où évidemment la scène est filmée à travers un miroir, la circulation ensuite de la cassette vidéo qui tend de manière assez subtile à créer quelque part un jeu de miroir entre le cinéaste et l'espion, et que Yvan Attal et son équipe sont dans une logique de mise en scène. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ou pas? D'ailleurs, à un moment donné, elle vient vers la caméra, elle lui demande est-ce que ça vous a plu. Donc elle surjoue l'actrice qu'elle sait qu'elle est en train de devenir, quoi. Alors non, en fait, c'est pas mon truc, ça, de faire des trucs sur le cinéma à travers de... Enfin, c'est pas ce dont je parlais. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les espions, les agents, jouent des rôles. Et ils ont des doubles vies, ils ont des couvertures, et ils doivent jouer des rôles. Et je pense que malgré tout, les vrais agents du renseignement, donc ils sont amenés à aller sur le terrain, des terrains extrêmement dangereux, hein, s'ils sont arrêtés, vraiment, ça peut être très dangereux, sont amenés, donc ils aiment ça, hein, il y a un thrill de ça, il y a un frisson là-dessus, j'imagine quand même, mais, et ce qui est intéressant, alors là, on peut faire ce parallèle, mais je ne le ferai pas dans mes films, mais on peut en parler maintenant, je pense que certains l'ont dit, c'est-à-dire que pour bien jouer un rôle, il faut quand même être le plus proche possible de la réalité. Pour bien mentir, il faut mentir très peu. Enfin, il faut donner tout ce qui est vrai, et le mensonge porte sur un point extrêmement précis du discours. Et donc je pense que ça, et je crois que c'est ce qui fait aussi la valeur des grands acteurs. C'est-à-dire, en fait, ils prétendent, on peut imaginer qu'ils prétendent, mais en fait, ils ne prétendent pas tant que ça. Ils sont ce qu'ils jouent. Il y a juste un petit gap entre la réalité et la fiction. Mais pour bien jouer, ils sont bien obligés de ressentir exactement. Enfin, moi, je vois une différence entre les acteurs qui peuvent être très bons acteurs, que j'appelle les acteurs techniques, qui savent parfaitement prétendre, qui prétendent très bien. Et il y en a qui sont absolument excellents. Et les acteurs qui sont plus intuitifs, donc qui ne prétendent pas, qui sont. Ils ressentent. Et donc, pour moi, ça me fascine. C'est comme comment ils font au plein milieu d'un plateau de tournage pour vraiment être dans la scène, pour ressentir le truc. Et je pense qu'à un niveau d'excellence, à un niveau d'excellence moyen, je pense que les acteurs techniques peuvent donner plus et sont meilleurs que les acteurs, et s'ils sont juste dans la moyenne. Mais à un niveau d'excellence, enfin au plus haut niveau d'excellence, là, les acteurs intuitifs crèvent le plafond, parce qu'en fait, il n'y a pas de limite. Les acteurs techniques sont très bons, mais ne seront jamais aussi bons. À très très haut niveau d'excellence, ne sera jamais aussi bon que les acteurs intuitifs. Ça, on le sent vraiment dans le bureau des légendes, parce qu'il y a toutes ces scènes, effectivement, de formation, d'apprentissage, de dominer ses émotions, de jouer avec sa légende, sa couverture. C'est présent aussi dans ce film, dans Les Patriotes. Et c'est vrai que c'est encore plus présent du fait aussi de la durée dans le bureau des légendes, où ce rapprochement entre comédien et espion est assez étayé. Est-ce que vous avez... Parce que les espions, quand ils jouent mal, ils meurent. Oui, c'est une grosse différence. L'enjeu vital est différent. Est-ce que là, pour le coup, à la différence de ce film, j'ai bien compris que vous n'avez pas rencontré d'espions, c'était vraiment un sourcing très l'ivresse journalistique. Est-ce que pour le bureau des légendes, vous avez rencontré quand même des espions au moment de travailler sur la DGSE? Est-ce que c'était plus simple? Est-ce que c'était possible? Je les ai rencontrés, oui. Je les ai plus croisés. Ouais. Et qui vous ont livré des choses importantes pour... Non, ils ne m'ont pas donné trop de secrets, mais ça m'a permis de voir que c'était des gens normaux, comme nous. Et ça, c'était un grand choc. Peut-être s'il y a des questions dans la salle. Il y a un micro. Oui, moi je voudrais revenir sur le Ariel Panel, Yvan Attal, qui est assez
surprenant. Voilà, et je voulais le féliciter même s'il n'est pas là, parce que son rôle est très proche justement de Sinnerman ou Al Pacino, et justement d'être dans ce caractère sans limite, pas loser, mais très quelque chose où il n'est pas un héros. Et donc je le félicite et je trouve son jeu extrêmement fin, antipode d'un acteur français aussi, donc représentatif d'un espèce d'universalisme comme ça de cinématographique, pas du tout français, et Kim Delray est fabuleuse aussi, dans sa beauté, vraiment sa fraîcheur du visage. Et ça me fait penser à Marathon Man, ou évidemment à Dustin Hoffman, Al Pacino. Et voilà, et je voulais vous féliciter parce que c'est très proche du cinéma américain. Et il n'y a pas un instant où ça décline vers le cinéma français, sans le reprocher. Mais il y a quelque chose d'extrêmement américain des années 70. Oui, c'était le cinéma qu'on aimait, de toute façon que moi je suis né au cinéma avec ce cinéma-là. Et moi aussi, donc et je pense que les gens aussi. Donc. Et c'est vraiment, et tous l'incarnent, le coq, tous l'incarnent. Et dans, justement, pas en venant vers le parrain, il y a des scènes comme ça, très proches du parrain aussi, beaucoup plus légères, mais très proches. Quand les conciliabules, les réunions, et voilà. Donc, bravo. Merci, bravo. merci. C'est très fort. Et j'ai pas lu les légendes, et j'aime bien qu'on parle du film, parce que je ne connais pas les trucs des légendes. Mais bravo, bravo. Bonjour Monsieur Rochon, et encore bravo pour votre film et pour le Bureau des légendes que j'adore également. Et du coup, vous l'aviez déjà un petit peu abordé, que vous n'avez pas eu de problème pour la rédaction du scénario des Patriotes. Du coup, voilà, je me suis toujours posé la question, et notamment également sur le Bureau des légendes, quand on aborde frontalement des organismes de renseignement comme la NSA, la DGSE, la CIA, qu'on les cite ouvertement et qu'on déglamourise un petit peu le côté espionnage, qu'on montre que tout n'est pas tout noir, que tout n'est pas tout blanc. Est-ce que, notamment sur le Bureau des légendes, est-ce que vous avez rencontré des freins, des personnes qui vous ont dit non, ça on ne peut pas le mettre, parce que justement on montre les services secrets en les rendant encore moins secrets du coup. Et est-ce qu'il y a des limites à ça lors de la rédaction des scripts et des scénarios? Est-ce qu'il y a des freins, des limites à ne pas franchir? Non, il n'y en a pas. On vit dans un pays où vraiment on a le droit de dire ce qu'on veut. Et même si le fait est que même si j'avais fait des choses sur la DGSE qui n'auraient pas plu, à part révéler des secrets d'État dont que je connais pas, mais enfin, c'est ça qui peut aussi leur déplaire, mais ils peuvent pas faire grand chose. On est dans un pays où on ne peut pas interdire quelqu'un de faire ce qu'il a à faire. Après, donc sur la DGSE non, et sur le Mossad non plus, j'ai pas eu de soucis. Je crois que j'ai fait l'objet d'une tentative de recrutement un jour, mais j'étais comme ça, je présentais le film. C'était l'ambassade d'Israël en France qui avait fait une projection, et donc j'étais comme ça en train de discuter, et je me disais, je vais le faire. Bon, enfin, ils vont pas être contents, ils vont pas m'aimer. Il y avait plein d'Israéliens, il y avait un mec du service culturel. Le type était très très gentil avec moi, mais très gentil. Il était sur scène, comme ça, il posait des questions. Alors, je me suis fait un peu attaquer par le public, c'était eux qui trouvaient que j'attaquais le drapeau, et lui, il me défendait. Et donc, voilà, donc je trouvais ça un peu louche, mais je trouvais ça plutôt sympathique. Et c'est vrai que on est sorti ensuite par les coulisses, et dans les coulisses, il m'a dit j'aimerais bien qu'on se revoie, il m'a donné sa carte, etc. Ça sentait le recrutement soft, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je ne vois pas très bien à quoi je lui aurais servi. Je ne pouvais pas tellement lui donner des trucs sur Terzian ou Depardieu, je ne sais pas. Merci beaucoup. Ça me fait penser qu'effectivement, à l'époque où vous avez fait le film, il y a peu, et même, je ne parle même pas de distribué en France, mais il y a très peu de films israéliens, ou de téléfilms ou de séries, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque, sur le thème de l'espionnage. Il y en a eu beaucoup depuis. Je
pense à ce qu'a créé et réalisé Gideon Raff, que ce soit Atoufim, qui est donc le modèle de Homeland, ou de Spy avec Sacha Baron Cohen, qui est l'histoire vraie de Eli Cohen, un espion dans les années 60 qui était infiltré dans les services secrets militaires syriens. Est-ce que, juste par curiosité, c'est des séries que vous regardez, qui vous intéressent, justement, de savoir comment Israël parle de ses propres services secrets aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de films et de séries faites là-bas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, qui continue de vous intéresser dans la lignée du Alors film? non, je regarde pas les séries, je regarde ni les films d'espionnage, ni les séries d'espionnage, je ne lis plus de romans d'espionnage, je l'ai fait avant, puis maintenant que j'en fais, voilà, je sais pas, j'en fais, donc du coup j'ai plus besoin de... Enfin, non, j'y arrive pas. Bonsoir. En fait, vous avez dit tout à l'heure que le personnage d'Ariel Brenner était un peu parano, qui voyait tout en noir, ce que lui dit d'ailleurs son supérieur. Il n'empêche qu'il y a un personnage, et j'arrive pas à me souvenir qui c'est, qui dit que, grosso modo, si elle est vivante, enfin, si elle est vivante, c'est qu'elle est juive, et si elle est goy, elle meurt. Et c'est un peu, quand même, ça dirige du coup un peu notre vision, et à tel point qu'à la fin, du coup, on se dit, oui, donc elle n'est pas goy. Et grosso modo, dans un sens étroit, les patriotes, ce sont eux deux. Est-ce que... C'est un mec un peu, je crois, enfin c'est un jeune, c'est un mec un peu retors qui lui dit ça, Oui. il s'inquiète un peu, donc ça peut être aussi un truc pour le faire flipper, ou, Oui, voilà. mais- Ou alors il peut le penser lui-même, hein, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas à lui, en fait. Ils se parlent entre eux. Oui. Ah d'accord, c'est ça. Oui. C'est à la chaîne. J'ai raté la scène. C'est la scène où, la première fois qu'on voit Perlman avec les Américains, il y a une discussion, ils se parlent entre eux, je crois. Je crois pas qu'ils lui disent directement à... Oui, non, mais non, ouais, c'est pas les seuls patriotes, et ils sont tous patriotes, hein, les gens qui... Bien sûr. Oui. En fait, j'en sais rien, c'est les juifs ou pas, je vous avoue, je sais pas. Je pense que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, encore une fois, elle n'est pas un ennemi, et même, je suis pas sûr qu'elle puisse être considérée comme un témoin gênant, et je pense que les témoins gênants, je suis pas sûr qu'on les élimine si facilement. D'autant plus que voilà, elle a été embauchée par le Mossad pour amadouer, enfin voilà, le mec. Et encore une fois, on ne se retourne pas contre ses propres agents, même si c'est des agents qui sont pas, voilà, ça se fait pas. Ça se fait pas parce qu'en fait c'est pas productif, c'est contre-productif. Voilà, donc, voilà. Il y a une ambiguïté à savoir si elle est vraiment une agent ou pas, ou si elle a été manipulée elle-même ou pas. C'est vrai que la fin va plutôt dans le sens d'une agent, mais ça reste assez flou. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, d'où vous est venue l'idée du titre, Les Patriotes, qui est un peu ambigu. Ah oui, alors les Patriotes, c'est mon mentor, Gérard Brache, grand scénariste français, scénariste de pratiquement tous les films de Polanski, enfin, jusqu'à un certain point, et qui discutait un peu, et un jour il m'a sorti ce titre, et je trouvais ça génial. Parce que c'est un peu ambigu, on ne sait pas effectivement, est-ce que justement... Ouais, pour moi, c'est tout de suite, je trouve ça très beau, parce qu'en fait, j'aimais bien cette idée de les patriotes, c'est-à-dire là, on ne sait pas de qui on parle vraiment, enfin, c'est un chapeau assez large, je trouvais ça vraiment très beau. C'est pas de moi, donc. Voilà. Bonjour. Vous nous avez parlé du choix de raconter deux histoires et de la problématique qui s'est posée éventuellement de les lier ou pas. Je voulais savoir si vous aviez eu, j'imagine que oui, d'autres questionnements au moment de l'écriture du scénario et d'autres problématiques et comment vous les avez surmontées. Oui, ça c'était vraiment la grosse problématique. Hein. Les deux histoires, vraiment, c'était... Sinon... Je me souviens plus très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres grosses problématiques mis à part d'essayer de faire des bonnes scènes? J'avais envie de faire des scènes de réunion. Pour moi, les scènes de réunion, d'ailleurs, j'ai essayé encore plus tard ensuite sur le mur des jambes. Mais ça, c'est John le Carré, c'est-à-dire John le Carré, des pages et des pages de réunion, c'est absolument fascinant. Où il y a vraiment de la tension, où il y a vraiment des enjeux comme ça, et des batailles tout à fait fleur et boucheté. Ça, j'avais envie de le montrer.
mais je ne me souviens pas de problématiques, si ce n'est que, encore une fois, on a coupé 40 minutes. Donc il y a eu des trucs qui étaient manifestement, qui ont été considérés par les distributeurs comme étant trop. Moi, je regrette un peu. Mais... sortir un Final Cut. Et je crois qu'il y a des scènes, il y avait un DVD où il y avait une ou deux scènes comme ça, qu'on avait, je ne sais pas s'il n'y avait pas une ou deux scènes qui n'étaient pas dans le film et qui avaient été montrées. En particulier, je peux vous dire ce qui avait été coupé, par exemple. Alors, c'est intéressant, par contre. Ça c'est vraiment, ça sera un cas d'école pour les écoles et pour les étudiants de bien analyser ce qui a été coupé, de voir le scénario et de voir pourquoi ça a été coupé. Par exemple, et ça c'est intéressant. Par exemple, quand il se fait arrêter et qu'il demande à parler à sa femme, on reste sur lui. Voilà, il y a un long travelling sur lui. Et en fait, j'ai tourné la suite. Il parlait à sa femme. Il disait bonjour, comment ça va, écoute voilà, je rentre tard, etc. Il faudrait que tu t'occupes du chat. Et là, il prononce le mot Keaton. Et on passait, à ce moment-là, on passait sur sa femme, qui complètement affolée, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté. Et donc il était chez elle, et qui commençait, mais comme une folle, à tout brûler. Tout brûler. Elle allait chercher les livres, les documents, et donc elle mettait tout ça dans la cheminée. Mais c'était un truc complètement, c'était une panique, voilà, elle était en panique. Et ça, on a tourné. Voilà. Alors pourquoi on a coupé? Parce que tout le monde disait c'est trop long, et ensuite parce qu'on pouvait se permettre de s'en passer. C'est intéressant cette question de savoir est-ce que c'est bien de couper ou pas, parce qu'à la fin, tout le monde dit bon, le film ça va, donc vous avez eu raison de couper finalement, puisque ça ne gêne pas. Évidemment, rien ne gêne jamais. Au bout du compte, ce qu'on coupe, en général, ça ne manque pas, sauf quand ça a pu manquer sur d'autres films que j'ai fait et où j'ai coupé, où vraiment j'aurais pas dû. Mais là, c'est intéressant de savoir, parce que là, tout d'un coup, oui, en termes d'histoire, en fait, on sait qu'il a dit Keaton, puisque juste derrière, là, dans le montage actuel, Ariel dit à la fille, donc vous êtes sûr qu'il a dit Keaton. Donc on comprend comment ça s'est passé. Et donc c'est intéressant de savoir, en fait, on oppose l'information à la chair. Parce qu'en fait, on comprend comment il a fait, comment ça s'est passé, mais le voir, c'est tout d'un coup... et ça, c'est vrai que c'est souvent des choix qu'on a à faire. On coupe la chair et on garde l'information. Voilà, et ça, c'est un arbitrage intéressant. Et je ne pourrais même pas vous dire aujourd'hui si on a eu raison de le faire. Ouais, je dirais que c'est un principe dans le film, en tout cas, qui est très fort, qui sont ces ellipses, il y en a beaucoup. Et effectivement, par exemple, juste après, la scène où il rentre de force au consulat ou à l'ambassade israélienne, il y a effectivement ce doute de ce qui s'est passé, est-ce qu'il est rentré chez lui, est-ce qu'il a voulu préparer de s'enfuir, parce qu'il sait qu'il est surveillé, il sait qu'il est en danger. Et c'est vrai que c'est une ellipse qui est presque d'un niveau scénaristique, effectivement, qui est surprenante, parce qu'on a l'impression qu'on est là au cœur du suspense et qu'on va voir tous les moindres détails. Et effectivement, il y a une ellipse, on est très surpris, mais ça met le spectateur dans une position très, très active et très intéressante. Mais ça arrive à plusieurs moments. On a l'impression que c'est même devenu peut-être presque un principe. Je pense aussi, par exemple, avant qu'ils se retrouvent dans la chambre d'hôtel avec Sandrine Kiberlin, ils sont très habillés, très apprêtés. Il y a une ellipse entre le moment au téléphone où il lui dit qu'il est libre pour sortir et le moment où il lui a dû lui expliquer qu'il allait avoir une call girl ou une prostituée. Et c'est vrai qu'on se demande comment Stevenin allait pouvoir réagir, parce que tout ce qu'on sait sur son personnage, sa fidélité vis-à-vis de sa femme. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de moments où ça met le spectateur dans une position assez active de se demander mais qu'est-ce qui a pu se passer, comment il a pu réagir, et qui sont des moments qui auraient pu être clés. Alors c'est les moments qui ont été choisis, enfin, l'arbitrage a été fait avant, parce que c'est vrai que des fois c'est beaucoup plus fort de faire l'ellipse, hein, et de laisser le spectateur reconstituer lui-même, c'est beaucoup plus, enfin, c'est souvent plus fort, mais là par exemple, il y avait, juste avant qu'il se fasse arrêter, on avait tourné la scène dans la voiture, entre lui et sa femme, où il se hurlait dessus. Mais parce que j'avais voulu montrer, faire palper vraiment concrètement la panique. La panique, le truc qui explose, et comment, voilà. Ça m'avait intéressé, que c'était des gens qui les montrer paniquer. Bon, ben voilà, des fois il faut
Oui, voilà. Et garder les larmes. Plutôt le moment où elle pleure dans le café. Voilà, c'était. Oui, c'était. De toute façon, ça me gardait. On ne pas ça. Une question. Allez-y, oui. Oui. Je trouve qu'il y a dans votre film une forme d'humour très délicate. Enfin, tout au long du film est d'une grande finesse et très très. Mais je voudrais parler d'autre chose. Il a été question de John le Carré, et qui a, enfin, j'en ai lu dans le temps, et là, en 2010, il a révélé quelque chose de sa personnalité que je ne connaissais pas. En 2010, l'ambassade allemande au Royaume-Uni a trouvé qu'on n'enseignait plus bien les langues étrangères au Royaume-Uni. Et ils ont décidé de lancer une campagne pour l'enseignement de l'allemand. Et cette campagne avait comme titre Think German. Mais ce qui voulait dire, théoriquement, qui s'adressait aux parents pour dire, si vous voulez faire apprendre une langue étrangère à votre enfant, pensez à l'allemand. Mais en réalité, Think German, on peut aussi l'interpréter comme penser allemand. Et donc, en juin 2010, il y a eu un colloque à Londres, je sais le nom, enfin quelque part en Angleterre, et où, le parrain de cette action, c'était John le Carré. Et il a fait un discours assez long où il a expliqué pourquoi l'allemand, pourquoi il a accepté d'être le parrain de cette action allemande. Et il est très imprégné d'Allemagne, parce que, je ne sais pas si la biographie de John le Carré, sous l'occupation, son collège a été bombardé par des Allemands, etc. Mais il avait un professeur d'allemand qui faisait l'éloge de la bonne, une autre Allemagne, pas l'Allemagne nazie, mais une autre Allemagne. Et du coup, donc, John le Carré j'ai presque fini, a appris l'allemand, il a fait des études d'allemand à Oxford, etc. Et il a écrit que, dans ce discours, et je vais arrêter, il a dit que tous ces livres sont le résultat d'une même méthode. Alors, s'emparer d'une vie, la soumettre à un bain alterné d'expérience, voir ce qui en ressort à la fin, un roman de formation, donc, peu importe l'étiquette, est marqué en grand d'un Made in Germany. Alors voilà, je ne sais pas si ça a à voir. En tout cas, votre film est très. On a parlé plusieurs fois de l'aspect français. Et en effet, c'est très. Je ne sais pas. Je ne connais pas les films d'espionnage allemands. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si c'est intéressant à. Oh non plus, je ne les connais pas. Mais... Vous connaissez mieux John le Carré que moi, je crois. Non, je crois pas. Et puis, je n'ai pas accroché beaucoup à ces... Sur le cinéma allemand, justement, juste pour finir peut-être pour moi, on a parlé un tout petit peu d'Arnaud Desplechin, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Je dis ça parce qu'il a fait quelques années avant vous La Sentinelle, qui est un film qui interroge, lui, la fin de la guerre froide, donc l'Allemagne. D'ailleurs, le début se passe à Aix-la-Chapelle, où le père du héros, Emmanuel Salinger, interprété par Emmanuel Salinger, était diplomate. Donc c'est plus un film qui interroge, à la différence de vous, encore les deux blocs, la question de cette Europe divisée. Vous avez souvent parlé d'Arnaud Desplechin comme quelqu'un qui aussi vous a donné une amitié, puis quelqu'un qui, par son film, quelque part, vous a inconsciemment peut-être autorisé à faire un film d'espionnage, avec qui vous dialoguez. Vous avez donné un très beau rôle aussi à Emmanuel DeVos, qui jouait dans La Sentinelle juste avant. Donc il y a comme ça des liens entre les deux films, il y a des liens entre peut-être lui et vous. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu d'Arnaud Desplechin et des discussions que vous avez pu avoir, j'ai l'impression, sur ce sujet du cinéma d'espionnage? Oui, alors on s'est connus à l'EDEC, donc l'ancêtre de la FEMI, c'était l'école de cinéma. C'est là qu'on s'est connus avec Pascal Ferrand, on était trois inséparables. Lui il connaissait John le Carré avant moi, on a beaucoup parlé, il m'a donné envie de le lire. Et ensuite, c'est vrai qu'il avait cette thématique, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin il avait quand même cette thématique en tête.
J'ai l'impression qu'on n'a pas le même biais. Il a participé un peu aussi à l'écriture des Patriotes. Je me rappelle qu'on a passé deux, trois journées dans une chambre d'hôtel à réfléchir sur tel ou tel aspect du scénario. Je ne me rappelle plus lesquels. Et donc il y a eu à ce moment-là, en tout début, disons, de nos carrières, une sorte, oui, de soucis. Un peu communs sur un certain nombre de thématiques. Et donc oui, on peut dire qu'on a eu une amitié importante. Et là, bon, voilà, la vie nous a un peu plus séparés. On fait pas, voilà, on se voit de temps en temps. Je lui ai demandé à un moment donné de réaliser des épisodes du Bureau des légendes, et à un moment donné, je lui ai dit, et ça serait bien que ce soit toi qui reprenne le flambeau. Il n'a pas voulu, mais du coup, j'ai proposé ça à Jean Codiard. C'est vrai que ça c'est peut-être plutôt d'un point de vue critique, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'était un dialogue, et même après, il a fait évidemment La Sentinelle, qui est son grand film d'espionnage, son premier long métrage. Puis des années après, le thème de l'espionnage court encore dans, si vous l'avez vu, les Trois souvenirs de ma jeunesse, ou même dans Les fantômes d'Ismaël, avec le film dans le film, et ça parle aussi d'Israël. Et c'est vrai qu'avec la distance critique, c'est peut-être pas quelque chose qui est réel entre vous, mais on a l'impression qu'il y a un dialogue, que vous dialoguez avec La Sentinelle, et qu'ensuite, des années après, il dialogue avec les Patriotes dans d'autres films, sur effectivement le rapport à Israël, sur les services secrets, sur cette mélancolie, cette folie. Enfin, voilà. Lui m'a influencé intellectuellement. Moi, je ne sais pas si je crois pas que ce soit réciproque, mais il y a eu une influence intellectuelle sur moi. Est-ce qu'on a le temps d'une dernière question ou pas? Je ne sais pas. Oui, une dernière question. Oui, bonsoir, monsieur Rochon. Déjà, merci, parce que vos 3 premiers films m'ont énormément marqué. J'avais même vu 2 fois Les Patriotes. Donc j'ai essayé à ma manière de contribuer au succès commercial, malheureusement, je n'ai pas réussi. J'avais en fait 3 questions. Vous disiez que... Elles sont très rapides, hein, je vous rassure. Vous disiez que vous aviez dû imposer en fait Sandrine Kiberlin pour le rôle de Marie-Claude. Je voulais savoir si vous aviez écrit en fait ce rôle avec elle en tête, ou ça a été en fait plus au niveau du casting que elle vous avait convaincu et il a fallu vous battre. C'est après la scène du jardin justement entre Marie-Claude et Ariel. C'est une scène qui est absolument magique. Et je voulais savoir si quelque part en fait en la filmant, vous parliez des acteurs instinctifs. En la filmant, elle a dépassé vos attentes par rapport à ce que vous aviez écrit sur le papier. Et le 3e point, toujours sur cette scène, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'hommage aussi à ces scènes de séduction hitchcockiennes, telles qu'on peut les avoir, par exemple, même dans Les Enchaînés, qui est aussi un film d'espionnage. Et voilà. Donc, merci. Merci à vous. Les Enchaînés, oui, c'est une vraie référence pour moi, une très grosse référence. Et alors, Sandrine Kiberlin, en fait, non, j'ai pas écrit pour elle, j'ai écrit pour personne, j'ai écrit le personnage comme ça, et c'est vrai qu'après j'ai fait un énorme casting. Je crois que toutes les actrices de cet âge-là sont passées, vraiment toutes. Il y a certaines qui sont vraiment extrêmement connues maintenant, mais voilà, il y a vraiment tout le monde est passé, et c'est vrai que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais, et Sandrine est passée et avait eu... en fait, je cherchais un mélange de séduction, évidemment, mais de grande subtilité et d'intelligence, rentrée. Quoi. Je voulais qu'elle respire l'intelligence et la subtilité, qui est très, très subtile. Voilà. Et c'est vrai que quand elle est arrivée, elle a tout de suite donné ça, cette subtilité, ce double langage, ces allusions, ces phrases un peu à tiroir comme ça, avec plusieurs possibilités de signification. Ça, elle savait très bien le faire. Il manquait peut-être éventuellement le côté très charnel, séducteur, voilà, et donc le côté prostitué, je dirais d'une certaine manière, enfin call girl. Et donc ça, on a travaillé, parce que je pense que l'autre, on ne peut pas travailler. C'est où on l'a, où on l'a pas, où on arrive à le donner, où on n'arrive pas à le donner. Et je pense que le côté le côté séducteur, comme ça se travaille. Donc c'est ça qu'on a vraiment travaillé avec elle. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est vrai qu'il y avait des actrices plus connues qu'elle, beaucoup plus connues qu'elle, qui étaient passées, qui étaient vraiment dans le vent à l'époque. Et mes producteurs, comme mes distributeurs, étaient tristes. Et j'ai eu le droit à des trucs terribles. J'ai eu le droit à des discours absolument affreux sur Sandrine Kiberlin. Enfin, ils n'avaient rien contre elle personnellement, mais ils me disaient, mais comment tu peux prendre Sandrine Kiberlin, enfin, comment tu peux prendre cette nana, quoi, c'est pas possible. Et
Et oui, parce qu'en plus, elle n'était pas à l'époque, elle ne dégageait pas cette puissance de séduction dans la vie. Voilà, elle ne dégageait pas ça. Donc ils avaient du mal à l'imaginer. Bon, comme d'habitude. Les gens ont du mal à imaginer des trucs. Mais donc voilà. Donc j'ai dû vraiment me battre. Et j'ai eu le droit. C'était pas méchant, hein, mais c'était une pression permanente. Je me rappelle que on avait été aux États-Unis pour faire le casting. On a été à Los Angeles. Pendant tout l'avion, tout le vol, le dire de prod était à côté de moi, avait eu pour mission de me convaincre qu'il fallait pas le faire. Donc il m'en a parlé pendant tout le voyage. Je devenais dingue. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et je sais qu'il avait été missionné par le conducteur. Voilà, donc voilà. Et, bon, il n'y a pas eu de veto, c'est pas mal. Non, à un moment donné, il y a une question justement à propos du passeport où il y a marqué religion. Et la réponse qui est donnée par le personnage, c'est parce que le pays, quand un pays n'est pas en paix, il faut demander quelle est la religion de la personne qui va voyager. En gros, ça dit plutôt que quand un pays n'est pas en paix, il s'autorise des choses que peut-être un pays en paix ne s'autoriserait pas, qui est une question... Sur la religion de la personne qui veut prendre l'avion. Alors c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est une scène où quelqu'un commence à dire des choses à dire des choses qu'on entendait, qu'on entend à l'époque, qu'on entend des idées préconçues, des trucs comme ça sur Israël, et ça n'intéresse pas du tout l'Israélien qui est là, c'est-à-dire le héros, qui lui s'intéresse au mec qui est juste à côté et qui a l'air d'être un espion aussi. Et en fait, donc, c'est sur fond de ce discours, cet échange d'opinions un peu basiques sur Israël, et puis des thématiques, alors donc, vous estimez qu'Israël est une démocratie, tout ça, c'est pas très intéressant pour le personnage. C'est ça, en fait, le personnage baigne là-dedans, mais en fait, c'est pas ça qui l'intéresse. Nous, c'est pas tellement ça qui nous intéresse au bout du compte. C'était vraiment un prétexte. C'est que dans ce repas, dans ce dîner un peu parisien, dans ce dîner, on parle d'Israël, et puis en fait, sans que les gens le sachent, il y a un truc bien plus fort qui se joue. Donc voilà, c'était ça la scène. Mais c'est pas le personnage principal qui a ce discours. Un peu comme le chameau avant, enfin, c'est un autre type de cliché quand tu as vu la petite fille, sauf que c'est à l'échelle d'une enfant, qu'il viendrait avec un chameau ou un dromadaire, et là c'est effectivement ce genre de questions qu'on pose, mais qui a une vérité. Enfin, c'est vrai qu'en Israël, il y a écrit la religion sur le passeport, et c'est pas totalement déliant, mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'était pas le sujet. Quoi. Non, au niveau du jeu des regards, c'est clairement sur Hippolyte Girardot que ça se déplace. Voilà. Bah, merci à tous, et merci à vous.